Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus, un Focus spécial Forum économique congolais dans l'Union européenne. Nous poursuivons nos entretiens avec les personnalités venues de Kinshasa, représentants du gouvernement de la RDC. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir à présent M. Patrice Kitebi Mvoul, qui est ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances. M. Kitebi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Ce n'est pas la première fois qu'on se voit. On s'était vu l'année dernière à Genève, lors du Africa CEO Forum. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, si je puis dire. Et vous êtes de nouveau ici pour défendre, comme on dit, défendre la RDC, les bonnes performances économiques de la RDC. Bon, c'est clair qu'on peut voir là 8% de taux de croissance cette année, peut-être 9 l'année prochaine. Et alors, un taux d'inflation à 0,42%, assez stable depuis à peu près 4 ans. C'est-à-dire que tout va bien au Congo, on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème. Et pourtant, quand on regarde l'actualité, on se dit, dans le panier de la ménagère, ces bons indices macroéconomiques, financiers ne se reflètent pas. Où est le paradoxe ? Je ne sais pas si on devrait trouver un paradoxe entre la qualité des indicateurs macroéconomiques du pays actuellement et la situation générale de la population. Il faut dire que nous venons de loin. Nous venons de loin et grâce aux réformes courageuses que le chef de l'État a initiées sous la supervision de son Premier ministre, le gouvernement est en train de faire de bons en avant. Et donc, pour paver le chemin vers une croissance qui se concrétise au quotidien, la première phase, c'était d'abord de consolider la stabilité macroéconomique. On va dire que c'est un pari que nous avons plus ou moins gagné, puisque depuis maintenant 3 ans et demi, on a de solides indicateurs macroéconomiques, un bon taux de croissance parmi les plus élevés en Afrique. Nous avons une inflation qui est sous contrôle, un taux de change dont les variations restent dans les limites de l'acceptable et des réserves internationales qui sont en train de monter en puissance. Cela étant, grâce justement à cette politique de gestion rigoureuse, notamment dans le domaine des finances publiques, nous avons réussi, et de rationalisation de la dépense, nous avons réussi à dégager des marges de trésorerie, un peu plus de 500 millions de dollars à la fin du mois d'avril 2013, qui nous ont permis de commencer un certain nombre d'investissements. Donc ce que nous avons fait au premier trimestre est venu s'ajouter à ce que nous avions fait l'année passée, et aujourd'hui nous avons lancé des programmes très ambitieux dans le domaine de l'éducation. Quelles sont vos priorités précisément en termes, comme vous avez dit, d'investissement, puisque là vous avez réussi à dégager des marges? Tout à fait. Alors les priorités, c'est simple. Oui. 1, investir dans l'éducation et dans la santé, dans le capital humain, comme on dit. Ça représente combien de pourcentage du budget de l'État? Alors, en 2010, juste pour vous donner un exemple, un ordre de grandeur, l'éducation, on était à 8%. Aujourd'hui, on est passé à un peu plus de 13%, mais avec le programme, disons, que nous sommes en train de... qui n'est pas financé directement sur le budget en tant que tel, mais sur des ressources qui viennent des provisions que nous avions constituées, nous allons avoir un niveau pratiquement de 14,5%. La totalité de ressources du pays en interne consacrées au secteur de l'éducation, ça devrait atteindre à environ 14,5% d'ici la fin de l'année 2013. Et nous avons l'ambition de faire un programme, d'exécuter un programme de construction de 1000 écoles. Oui. 1000 écoles, ce qui ne s'est jamais fait auparavant. Bien sûr. C'est insuffisant, mais c'est un bon début. Quand on voit une population de 70 millions d'habitants... C'est insuffisant, c'est sûr, mais ces 1000 écoles viennent s'ajouter au stock déjà existant. Donc nous sommes en progrès. Et la volonté du gouvernement, c'est que chaque année, nous puissions faire un paquet de 1000 écoles, de manière à ce qu'on puisse élargir substantiellement l'accès de nos enfants à la scolarité, notamment au cycle primaire. Première priorité, l'éducation. Seconde? La santé. La santé. C'est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer quel gain on peut faire en termes de points de croissance dans la durée, si nous investissons correctement et dans l'éducation et dans la santé. Là aussi, nous n'allons pas reconstruire 1000 établissements, mais on va équiper. Le programme a commencé, nous venons de dépenser déjà presque 12,7 millions de dollars pour acquérir du matériel. Il y a 160 conteneurs d'équipements médicaux et de médicaments qui sont en train d'arriver sur le pays. Et l'ambition, c'est de faire
1000 centres de santé et plus de 300 hôpitaux généraux de référence. Donc la santé, c'est également une priorité pour et vous avez les médecins, les infirmiers, le personnel médical pour occuper ces postes? Les médecins sont là, les infirmiers sont là. Et donc l'équipement nous manquait, nous allons équiper pour améliorer la qualité des soins que nous donnons à notre population. Éducation, santé, troisième domaine? L'agriculture. C'est évident que quand vous avez une population de 72 millions d'habitants, vous ne pouvez pas indéfiniment compter sur les importations pour la nourrir. Et nous avons pris l'option au niveau du gouvernement, et c'est la volonté du chef de l'État. Surtout un pays qui a, je veux dire, les cours d'eau, et la pluviométrie qu'il y a. Je veux dire, le potentiel, de manière générale, il y a bien sûr le cours d'eau, mais nous avons des terres arables qui sont extrêmement importantes. Au moins 80 millions de terres arables, sur lesquelles pour l'instant l'exploitation ne porte que sur 10%. Donc nous avons les terres, nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons les hommes, et surtout la jeunesse. Donc là aussi, l'agriculture va devenir un secteur extrêmement important. On a déjà mis presque 23 millions de dollars en 2012, mais nous sommes en train de préparer la campagne 2013-2014 et nous venons de mettre 70 milliards de francs congolais, donc 4 fois plus que le montant que nous avions mis lors de la campagne précédente, et c'est une première dans notre pays, l'agriculture. Voilà. Alors, autre question, vous avez dit on a rationalisé les dépenses. Alors première question, je veux dire, qui tombe à l'esprit, est-ce que l'État a aussi réduit son train de vie? Parce qu'il faut d'abord montrer l'exemple. On l'a vu, il y a de façon symbolique, je donne l'exemple du président français qui, en arrivant, a réduit son salaire, je sais pas, de 10 ou 15%. Je veux dire, est-ce qu'au Congo, le train de vie de l'État est aussi réduit? Quand on doit serrer la ceinture, tout le monde doit le faire, à commencer par la tête. Mais quand on dit que nous avons utilisé une politique budgétaire rigoureuse, qui a été notamment marquée par ce que nous avons appelé la fin de la dominance budgétaire. C'est-à-dire qu'à un moment, au cours des 3 années et demie qui viennent de se passer, la décision a été prise que l'État va vivre, le train de vie de l'État va être axé sur le volume des moyens que nous avons effectivement mobilisés. Pas question de recourir à la planche à billets, pas question de recourir au financement des banques commerciales. Il n'y a pas d'avance. L'État fonctionne avec les moyens qu'il a préalablement mobilisés. Ça signifie que le train de vie de l'État, puisqu'on a mis un terme au financement monétaire des déficits importants, on a mis un terme au déficit, le train de vie de l'État a dû en prendre un coup. Oui. Et c'est ça qui nous a justement permis d'orienter les ressources ainsi dégagées. En faisant un effort pour, d'une part, accroître la mobilisation de recettes internes, et d'autre part, réduire les dépenses, et surtout les rationaliser, nous avons fait un gain qui se traduit aujourd'hui par des réserves importantes que nous avons pu canaliser vers des investissements importants. Mais on n'a pas fini de parler des priorités. Bien sûr. Les infrastructures. On avait choisi les 3 premières, mais allez-y. Voilà, l'infrastructure, c'est clair qu'on doit s'arrêter dessus. Les infrastructures. Qui est issu, comme on dit. Nous avons un vaste programme de réunification routière qui doit nous permettre, au bout de 3 ans, d'arriver à faire presque 14 000 km de route, en ce compris la part financée par les bailleurs de fonds. Mais si vous prenez rien que ce que nous finançons sur les ressources internes, c'est presque 10 000 km de route que nous avons l'ambition de réaliser au cours. Ça, c'est le projet, mais dans l'effectivité, la mise en œuvre, est-ce que vous suivez le bon rythme? Bien sûr. Oui. Vous en êtes à combien de kilomètres? Le gouvernement a mis à disposition un montant de 40 milliards de francs congolais, soit 44 millions de dollars. Ça, c'était la première allocation que nous avons mise. Et le programme de réunification routière a déjà commencé à être exécuté. Certains travaux sont faits en régie par l'Office de route, d'autres le sont par soit des ONG, soit des privés qui travaillent, parce que nous avons diversifié les intervenants qui participent dans le programme, de telle sorte à donner la chance d'accélérer l'exécution du programme. Donc là, c'est pas du blabla. C'est un programme qui se met en œuvre, qui s'exécute réellement. Alors pour que les Congolais le vivent vraiment, il y a la question des routes, le transport, mais il y a la question de l'énergie, l'électricité. Il y a toujours des coupures de courant, des délestages à Kinshasa. Quand est-ce qu'on va pouvoir passer à autre chose dans un pays comme, on ne va pas parler d'Inga dans le détail, mais je veux dire, avec un potentiel comme Inga, on pourrait, comme on dit, électrifier toute l'Afrique, mais même à Kinshasa et même à côté, à Matadi, il y a des délestages. C'est simple. Pendant plusieurs années de suite, la politique d'entretien, de maintenance n'a pas été suivie de façon rigoureuse. Et sur les 14 groupes qui fonctionnent au niveau de Inga 1 et 2, un certain nombre de groupes étaient en panne. Et la capacité était considérablement réduite. Aujourd'hui, grâce à des financements, notamment des barres de fonds, comme la Banque mondiale,
comme la Banque africaine de développement, comme le KfW, nous sommes en train de réflexionner un certain nombre de groupes, et le groupe 12 particulièrement financé sur les fonds de la Banque mondiale, les travaux sont quasiment terminés. Donc petit à petit, ce problème commence à trouver une réponse. Mais avant même de parler en fait, le programme qui est actuellement en cours devrait nous permettre d'aller jusqu'à refaire la capacité de 14 groupes jusqu'à hauteur sécurisée 1700 kW. Mais à côté de Inga 1 et 2, nous sommes en train de construire le barrage de Zongo dans le Bas-Congo qui va produire au moins 150 MW. Les travaux sont très avancés. On a signé des accords de partenariat avec l'Inde notamment, et nous sommes en train de construire le barrage de Katende dans le Kasaï occidental. Il y a eu plusieurs conteneurs d'équipements qui sont déjà arrivés sur le site, et c'est un projet que les populations des deux provinces de Kasaï attendent depuis pratiquement 50 ans et qui va, nous l'espérons, d'ici 4 ans, voir le jour pour résoudre ce problème-là. Et nous avons un petit barrage qui se fait également dans le Bandundu, le barrage de Kakobola. Donc il y a toute une panoplie d'investissements qui sont en train d'être réalisés dans ce secteur-là, sans compter Inga 3 et le Grand Inga. Et le Grand Inga, justement, un mot, sans aller dans les détails, on vous réinterviewera là-dessus quand le projet va avancer. C'est un montant, si mes chiffres sont bons, de près de 80 milliards de dollars. Est-ce que vous êtes en train de, comme on dit, réunir votre tour de table? Les Sud-Africains sont dedans, les Chinois sont dedans, la BAD, la Banque mondiale. Vous en êtes à combien quel pourcentage du montant déjà sécurisé? On n'en est pas encore, on est en phase d'étude. Ah, d'accord. On n'en est pas encore à faire le tour de table pour la mobilisation de ressources. Ce qui est sûr, c'est que Inga 3 va, pour produire environ 4300 mégas supplémentaires, va nous coûter à peu près 12 milliards. 12 milliards. C'est un montant extrêmement important, oui. Et nous avons évidemment besoin de nos partenaires pour que nous puissions faire ce tour de table le moment venu, de manière à boucler le plan de financement et mobiliser les ressources nécessaires pour construire Inga 3. Alors, dernière question, et je le pose au ministre donc, chargé des Finances. Vous avez dit donc les chiffres macroéconomiques sont bons, inflation stabilisée, croissance, je veux dire, dynamique, mais n'empêche, taux de change, vous avez dit stable, n'empêche, est-ce que les Congolais font-ils confiance encore au franc congolais? Il paraît que tous les deals, se font au dollar, c'est le dollar qui règne encore. Je pense que oui, les Congolais font à nouveau confiance à leur monnaie, parce que la monnaie est très stable. Nous avons vécu des périodes où il y avait même une expression courante qui disait « nous vivons au taux de jour », tellement la monnaie flottait d'heure en heure, de minute en minute. Aujourd'hui, depuis les 3 ans et demi, la monnaie est extrêmement stable et de nouveau les Congolais ont repris confiance. La monnaie congolaise commence à prendre petit à petit le pas. Mais vous savez, la dollarisation est un phénomène qui survit généralement aux facteurs qui l'ont engendré. Les économies latino-américaines qui ont connu le phénomène ont dû mettre de nombreuses années, peut-être pour arriver à dédollariser à peine de moitié au bout de 10 ans, 15 ans de travail. C'est une tâche de longue haleine. Nous avons démarré. L'État essaie, dans la mesure du possible, de dénouer toutes ces transactions vis-à-vis des résidents en monnaie nationale et d'utiliser le plus possible la monnaie nationale pour dénouer donc toutes ces transactions. Mais c'est un phénomène qui va prendre du temps. On va dire que la dollarisation est un phénomène extrêmement résistant, oui. Pas seulement chez nous, mais à travers le monde entier. Mais nous déployons les politiques et petit à petit, nous allons arriver à ces résultats. Nous avons décidé de dédollariser avec les forces du marché et non pas contre les forces du marché. Ça signifie qu'il n'y a aucune mesure qui va être de caractère, disons, coercitif, mais nous le faisons progressivement et l'État lui-même essaie de donner l'exemple, notamment en affichant les prix, en exigeant que les prix des biens et services soient affichés en monnaie nationale et lui-même en donnant l'exemple que ses propres transactions, ses propres contrats, c'est de nous essentiellement en monnaie nationale. Est-ce que vous limitez les sorties d'argent en devises? Non, nous avons une réglementation de change qui gère assez bien la question. C'est une réglementation tout à fait libérale. Les sorties, comme les importations, sont autorisées, mais elles se font au-delà d'un certain seuil par la voie du système bancaire. C'est la seule exigence majeure, mais l'importation et l'exportation des devises étrangères est tout à fait autorisée. Merci beaucoup Patrice Kitebi Kibolmvoul. Je rappelle que vous êtes ministre délégué auprès du Premier ministre de la RDC, chargé des Finances. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Focus spécial FECU, c'est-à-dire Forum économique congolais dans l'Union européenne, qui se tient
ici à Bruxelles les 24 et 25 juin 2013. Alors nous recevons différentes personnalités. Il y a une forte présence de ministres congolais, donc le ministre de l'économie et du commerce, monsieur Jean-Paul Nemoyato Baguebole. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Je l'ai dit, vous êtes ici donc au sein d'une délégation forte, au moins de 4 ministres, et puis après directeurs d'agence aussi nationales qui sont ici présents, venus expliquer, faire de la pédagogie, expliquer les actions, les réformes du gouvernement congolais. Comme on dit, il n'y a pas que le savoir-faire, il y a aussi le faire savoir. Ce que le Congo a un peu manqué, malheureusement, ces derniers temps. Mais vous êtes là, vous essayez comme on dit, de remettre les choses en place. Vous avez parlé précisément de la redynamisation des rapports entre le gouvernement et les partenaires socio-économiques. Alors, pour commencer, quelles sont les réformes concrètes qui sont aujourd'hui à l'œuvre au Congo? Parce qu'on entend beaucoup de choses, réforme du code minier, réforme du droit des affaires. Mais on a l'impression que tout ça, c'est des chantiers. Qu'est-ce qui est achevé? Qu'est-ce qui est concret? Merci beaucoup de me recevoir. Le pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a connu beaucoup de difficultés. Depuis les années 90, nous avons connu des années de pillage qui ont ruiné l'économie. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons connu des guerres à répétition qui ont créé de l'instabilité. En conséquence, l'économie a été mise à genoux. C'est ainsi que depuis 2001, alors que nous avons hérité à l'époque d'une situation très difficile parce que l'économie du pays était caractérisée par l'hyperinflation, nous avions connu des taux d'inflation qui avoisinaient même plus de 10 000% l'an, ce qui fait que la situation n'était pas bonne. Il fallait d'abord stabiliser les cadres macroéconomiques. À partir de 2001, nous avons fait, donc si j'ai dit nous, c'est le gouvernement de l'époque, on a eu à prendre des mesures qui ont permis de stabiliser les cadres macroéconomiques et les gouvernements qui se sont succédés ont eu l'avantage de consolider en fait les acquis du cadre macroéconomique stabilisé. Au jour d'aujourd'hui, grâce à ces mesures de réforme dans le domaine de la gestion macroéconomique, nous avons l'avantage de communiquer à la face du monde qu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est devenue une zone en fait de croissance économique. Et nous sommes venus pour vendre cette image auprès des partenaires. Plus concrètement, pour l'année 2012, nous avons eu à avoir un cadre macroéconomique qui se présente avec des indicateurs comme suit. Le taux de croissance économique pour l'année 2012 était de 7,2% et le taux d'inflation annuel était à 2,72%. Une inflation d'ailleurs stable depuis à peu près 4 ans, selon les chiffres. La stabilité, par exemple, de la monnaie, depuis, disons, 4 ans maintenant, nous avons un taux d'échange. Donc, les dollars s'échangent contre 920 francs congolais. Donc, c'est fort de ces acquis que nous sommes venus pour communiquer à la face du monde que les investisseurs, nous savons que par exemple en Europe, il y a une crise qui se manifeste au niveau de beaucoup de pays. Et donc nous disons qu'il y a moyen de venir faire les affaires en Afrique, notamment, vous savez qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, d'une manière générale, nous avons un taux de croissance économique moyen pour tous nos pays de l'Afrique subsaharienne qui est autour de 5,4%. Précisément, monsieur le ministre, on entend bien, mais ça, ce sont, comme on dit, les chiffres globaux. Pour le Congo, on peut préciser à peu près 8% en 2013, la croissance prévue, et peut-être même 9% en 2014, mais ça, c'est des chiffres globaux, comme on dit, quand on voit la croissance du PIB. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui, quelle est la valeur, si on veut dire, l'avantage comparatif du Congo par rapport à d'autres pays aussi qui tablent sur les mêmes chiffres que vous? Je veux dire, le Gabon à côté, le Congo-Brazza, le Ghana ou d'autres. Qu'est-ce qui pousserait un investisseur européen à venir au Congo plutôt que dans ces autres pays? Le Congo a beaucoup de potentialités. Nous avons des potentialités agricoles. Par exemple, le pays a plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Et au jour d'aujourd'hui, ces terres sont faiblement exploitées. Nous n'avons qu'un taux d'utilisation de moins de 10%. Ce qui fait que s'il y a des entrepreneurs
européens qui veulent investir dans le secteur agricole, ils peuvent venir notamment en Afrique et surtout en République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il y a des enquêtes pédologiques qui ont démontré l'aptitude du sol congolais qui est un sol beaucoup plus productif. Mais vous savez bien qu'ils ne viendront que si vous leur garantissez un cadre juridique et par exemple, vous leur permettez aussi de pouvoir réexporter leurs bénéfices. Alors, quelle est par exemple la fiscalité que vous appliquez aux investissements La fiscalité, au jour d'aujourd'hui, nous avons fourni beaucoup d'efforts en termes d'amélioration du climat des affaires. Non seulement nous avons créé beaucoup de facilités en termes de création d'entreprises. Il fut un temps pour créer une entreprise en République démocratique du Congo, il fallait compter plus de 60 jours. Aujourd'hui, grâce à la réforme, on a eu à créer un guichet unique de création d'entreprise qui permet à ce qu'un investisseur qui arrive, on peut l'aider à créer son entreprise dans les 3 jours. Le code fiscal, il est attrayant parce que, par exemple, la fiscalité des entreprises, nous avons réduit significativement les taux. On est parti de 45% à 35% dans un premier temps, donc l'impôt sur les bénéfices. Et au jour d'aujourd'hui, il y a les opérateurs économiques que vous avez suivis tout à l'heure quand on a fait des exposés. Lorsque le secteur privé a pris la parole, il a pratiquement confirmé les efforts que le gouvernement congolais fait en matière d'amélioration du climat des affaires. Monsieur le ministre, une question précise, et je l'ai entendu tout au long de cette matinée quand vous avez fait vos exposés, vous avez dit au Congo, désormais, on va faire beaucoup de PPP, de partenariats public-privé, c'est-à-dire que l'État va se désengager, de façon séquentielle, des activités marchandes pour le laisser à ceux qui savent mieux le faire, c'est-à-dire le secteur privé. Mais de ce point de vue, moi, la question que je veux poser, on a vu dans d'autres pays une libéralisation comme ça à outrance, mais il y a des domaines, comme on dit, des domaines stratégiques, où l'État doit être présent, où il y a ce qu'on appelle, par exemple, le devoir du service universel à la population, l'électricité, l'accès à l'eau, l'éducation, par exemple la téléphonie mobile aussi. Quelles sont les mesures prises au Congo pour que cette libéralisation ne soit pas, excusez-moi du terme, une libéralisation sauvage? Oui, je partage en tant que ministre votre perception. Il ne faudrait pas que la libéralisation dans nos pays, non seulement au Congo, mais dans beaucoup de nos pays, soit sauvage. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, vous avez suivi tout à l'heure que nous avons levé l'option de procéder au partenariat public et privé, mais le Parlement doit se prononcer. Nous avons élaboré un projet de loi sur le partenariat public et privé. Le Parlement, ce sont des élus du peuple qui doivent faire un dosage entre le mode de libéralisation qu'on doit faire. Il va de soi que pour certaines questions, donc les besoins sociaux de base comme l'électricité, comme l'eau, dans ces domaines-là, la Société nationale de l'électricité, c'est vrai qu'elle peut s'ouvrir, n'est-ce pas, au secteur privé, mais à un certain niveau, il faut qu'on soit regardant pour qu'on distribue de l'électricité même à des populations rurales qui n'ont pas un pouvoir d'achat qui accepte la vérité des prix. Donc là, nous parlons la même chose, mais il est vrai que, étant donné l'immensité, n'est-ce pas, des ressources, il est économiquement rationnel que nous puissions nous ouvrir, n'est-ce pas, à un partenariat mutuellement avantagé avec le secteur privé. Dernière question, Monsieur le Ministre, dans le domaine aussi économique. On a entendu que justement le Congo allait désormais faire appel, par exemple, à des grands groupes étrangers pour construire des routes, réaliser les infrastructures, parce qu'on a un déficit en cette matière. Mais est-ce que vous avez réservé ce que, par exemple, aux États-Unis, ils appellent le Small Business Act, c'est-à-dire le fait qu'un certain pourcentage des contrats de sous-traitance soit réservé à des entreprises locales pour qu'ils puissent émerger aussi chez nous une classe moyenne, notamment dans les industries de transformation sur place, parce que sinon, si on donne tout aux étrangers, sans être xénophobe, je veux dire, l'économie congolaise n'appartiendra plus aux Congolais. Vous avez raison, cher ami. Pour être précis, par exemple, dans les domaines miniers,
la République démocratique du Congo a un potentiel minier incommensurable. Nous avons eu à confier, à faire des contrats d'exploitation commune avec des entreprises, des grands exploitants miniers internationaux qui sont par exemple dans la province du Katanga. Au jour d'aujourd'hui, comme un orateur l'a dit, nous avons réussi en un temps record à atteindre un niveau de production, notamment du cuivre, qui dépasse tous les records de la Gécamine. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 000 tonnes de cuivre, mais comme c'est de l'exploitation pilotée par le secteur privé, la population ne voit pas la contrepartie de cette croissance économique d'origine minière. C'est ainsi que maintenant le gouvernement est en train de rectifier les tirs pour que nous puissions essayer de voir la sous-traitance, par exemple au niveau des transports de produits miniers à l'exportation ou même le transport des entreprises minières à l'importation. Nous sommes en train de voir comment on peut créer un système de crédit en faveur du secteur privé pour qu'il puisse investir dans le secteur du transport pour capter ce marché solvable au niveau du transport minier. Donc c'est une préoccupation intéressante parce qu'il faut que naturellement nous puissions créer le capital africain, le capital congolais. En ce qui me concerne dans le secteur qui est le mien, l'économie et le commerce, je pense que vous avez eu l'occasion de me suivre même à distance. J'ai eu à prendre des mesures conservatoires en matière de l'exclusivité du petit commerce et commerce de détail en faveur des Congolais. Parce qu'il y avait de n'importe quoi, vous voyez, bon, je peux dire ça comme ça, des sujets indo-pakistanais, des Chinois qui viennent et qui font le petit commerce. Alors là, il y a un dérapage. C'est pourquoi nous disons que les étrangers qui viennent et qui sont accueillis avec beaucoup d'hospitalité, ils doivent faire le commerce des gros. Et que les Congolais doivent se ressourcer auprès des grossistes pour faire le petit commerce. Je pense que ça doit marcher comme ça dans tous nos pays africains. C'est une bonne répartition des rôles, une bonne division du travail. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Nemoyato Bagué-Bolé. Je répète que vous êtes donc le ministre de l'économie et du commerce de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je vous remercie, cher ami. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On poursuit nos entretiens donc ici au Forum économique congolais dans l'Union européenne. À bientôt. Au revoir.